Votre Altesse royale, Monsieur le ministre Fayot, Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du grand jury, Mesdames et Messieurs les finalistes, Mesdames et Messieurs, représentant le secteur de l'inclusion financière dans le monde entier, soyez les bienvenus à cette édition hybride du prix européen de la microfinance. Nous sommes très heureux de pouvoir organiser cette conférence en personne, en présentiel, mais aussi en virtuel. Nous sommes heureux d'accueillir un grand nombre de participants ici au Centre européen des conventions à Luxembourg, mais aussi en ligne. Alors, la cérémonie aura lieu essentiellement en anglais, mais il y aura également du français et de l'espagnol. Il y a donc une traduction simultanée qui est à votre disposition. Vous pouvez choisir votre langue en bas de votre écran. À gauche, le 1, c'est pour entendre l'orateur, suivre la cérémonie sans traduction. En anglais, vous avez le canal 2, et pour le français, vous avez le 3, et pour l'espagnol, le 4. L'édition 2021 du prix européen de la microfinance est organisée conjointement par la direction de la coopération au développement et des affaires humanitaires du ministère luxembourgeois des Affaires étrangères et européennes, mais aussi par la plateforme européenne de la microfinance et le réseau luxembourgeois de la finance inclusive. Le thème de cette année, c'est le thème « Finance inclusive et soins de santé ». L'importance de la santé pour le développement humain est bien établie et figure au premier plan des efforts de développement international. Les objectifs de développement durable des Nations Unies établissent un lien très clair entre les résultats en matière de santé et la protection des ménages en situation de pauvreté contre les risques pour la santé. La santé, c'est le budget le plus important, le plus grand risque financier pour les ménages. L'accès aux soins de santé au quotidien est parfois extrêmement difficile, d'une part, et d'autre part, en cas de blessure ou en cas de maladie, le traitement peut représenter une charge financière énorme qui peut être très dure à porter pour les ménages pendant des années. D'où cette initiative. Nous voulons ici mettre en lumière tout ce qui facilite l'accès aux soins de santé de qualité pour les communautés à revenus faibles. Yes, and Le prix européen de la microfinance est une initiative du gouvernement luxembourgeois, de la direction de la coopération au développement et des affaires humanitaires, pour être plus précis. Une initiative du gouvernement luxembourgeois qui considère l'inclusion financière comme un outil de premier plan pour la lutte contre la pauvreté. Le prix encourage et récompense les initiatives qui contribuent effectivement à ce développement. Le prix est un prix qui permet d'octroyer aux lauréats la somme de 100 000 € et aux deux finalistes 10 000 €. Nous allons maintenant entendre le discours de bienvenue du ministre Fayot qui va rappeler l'importance des centres financiers et les centres financiers, les incitations financières qui peuvent effectivement constituer un outil important pour l'aide en matière de santé. Mesdames et messieurs, Excellences, chers invités, Votre Altesse royale, Mesdames et Messieurs, Excellences, chers invités et chers amis, le prix européen de la microfinance nous donne l'occasion d'attirer l'attention du secteur financier au sens large sur des défis spécifiques, mais d'autre part, il met en lumière le rôle essentiel que joue la finance inclusive pour la promotion de l'accès au financement auprès du grand public. J'aurais bien sûr préféré vous accueillir en personne, mais je suis néanmoins très heureux de constater que vous êtes très nombreux à participer à cet événement hybride. Mesdames et messieurs, comme nous l'avons rappelé dans la stratégie générale de la coopération luxembourgeoise au développement et dans notre récente stratégie en matière de financement novateur et inclusif, la microfinance reste une priorité essentielle pour nous tous. Donner de nouvelles opportunités aux personnes en situation d'exclusion financière est une condition sine qua non pour la construction d'économies plus résilientes, encore plus dans le sillage de cette crise sanitaire sans précédent. Le rôle de la microfinance dans la lutte contre la pauvreté et l'amélioration des services de santé est un rôle indéniable. Une meilleure utilisation des soins de santé, des systèmes de santé plus solides, voilà les résultats mesurables des programmes de santé de la microfinance. En ce sens, la finance inclusive est donc essentielle si l'on veut atteindre les ODD.
Au fil des ans, le Luxembourg est devenu un centre d'excellence en matière de finances inclusives, apportant un soutien ciblé aux pays en développement. Cet écosystème comprend, entre autres, la plateforme européenne de la microfinance, le réseau de la finance inclusive et la Banque européenne d'investissement, tous trois co-organisateurs du présent événement. Le thème de cette année, c'est la finance inclusive et les soins de santé. Et nous utilisons cette plateforme pour promouvoir des initiatives qui aident les populations à faible revenu à accéder à des services de santé de qualité et abordables. Tout cela prouve que le secteur de la microfinance est capable d'aller au-delà de son domaine de prédilection initial. La santé est une condition sine qua non pour mener une vie de qualité. En son absence, on risque rapidement d'entrer dans un cercle vicieux, le cercle vicieux de la pauvreté, qui entraîne une mauvaise santé qui, à son tour, augmente les risques de pauvreté. En fait, la maladie, ou plutôt le fait de ne pas être assuré, est l'une des raisons les plus fréquentes de problèmes d'endettement, de difficultés de remboursement chez les clients à faible revenu. La bonne santé, au contraire, est un catalyseur du développement économique. Fournir des services de santé, c'est en définitive jeter les bases pour que les gens qui sont en situation de pauvreté puissent sortir de la pauvreté. De nombreuses initiatives dans le secteur de la santé ont mûri ces dernières années. De nouvelles idées ont été testées. L'ajout d'une composante santé à un service de microcrédit, comme un prêt santé, par exemple, est probablement le modèle le plus répandu. Mais il y a plus. L'éducation sanitaire, l'accès à des traitements abordables et à d'autres services de santé, le renforcement des capacités, voilà quelques autres exemples. De nombreux établissements de microfinance utilisent aussi des solutions numériques afin d'accroître leur couverture. Cela nous permet d'atteindre les populations dans des zones reculées qui n'ont souvent pas accès au traitement ni les moyens financiers de se les payer. Les lacunes en matière d'accès matériel aux soins de santé universels de qualité et aux services financiers comme un compte bancaire pour épargner de l'argent, qui peut servir à couvrir les dépenses médicales ou une assurance maladie. Voilà autant de défis qu'il faut relever de toute urgence. J'ai parlé d'une crise sanitaire d'une ampleur sans précédent tout à l'heure. Je ne parlais pas uniquement de la Covid, mais également des maladies évitables. Les personnes en situation d'exclusion financière n'ont pas seulement besoin d'un meilleur accès aux soins de santé, mais aussi de la capacité de les payer. Si les assureurs traditionnels répugnent à étendre la couverture des soins de santé aux personnes dans le besoin, nous devons passer à la vitesse supérieure en proposant des solutions novatrices. Et c'est là que les finalistes d'aujourd'hui entrent en jeu. Leurs idées pour donner accès aux services de santé et aux moyens financiers nécessaires soutiennent les populations les plus vulnérables. Je suis particulièrement fier que les 3 projets de cette année aient un pourcentage élevé de clientèle féminine. Cela prouve à quel point les femmes peuvent sortir de la pauvreté grâce à l'accès aux services financiers de façon autonome et avec autodétermination. Chacun est conscient aujourd'hui, je suppose, de l'importance qu'il y a d'investir dans les systèmes de santé. Compte tenu des conséquences économiques de la Covid-19, nous avons plus que jamais besoin de solutions innovantes permettant l'accès aux services de santé pour les personnes en situation d'exclusion financière, en particulier les jeunes et les femmes. Mesdames et messieurs, Son Altesse Royale, la Grande-Duchesse, annoncera dans quelques minutes le lauréat de cette année. Je peux vous dire que cette année, les débats au grand jury ont été particulièrement longs, car la décision n'a pas été facile à prendre. Les 3 candidats font un travail remarquable, comme vous allez pouvoir vous en rendre compte à travers les portraits qui vont être diffusés dans un instant. Profitez de la suite de la cérémonie. Merci. Yes, and we will. Thank you. Oui, nous le ferons. Merci, Monsieur le ministre. La première expert aujourd'hui, on appelle le Dr T dans son pays natal. Il s'agit d'un médecin sud-africain, une militante des droits des femmes et de la santé sexuelle et génétique. Son CV est impressionnant. Le Dr Taling Mofokeng est médecin sud-africain et plaide pour la couverture de santé universelle, pour le planning familial
pour le dépistage du HIV. Elle est commissaire à la Comité pour l'égalité des chances en Afrique du Sud et depuis 2020, elle est rapporteure spéciale des Nations Unies sur le droit de toute personne de jouir du meilleur état de santé physique et mentale possible. Mesdames et messieurs, voici un message vidéo du Dr Mofokeng qui met en exergue le droit à la santé pour chacun. Chers invités, chers collègues, c'est un honneur de m'adresser à vous aujourd'hui dans le cadre de la cérémonie du Prix européen de la microfinance. Je souhaite remercier le gouvernement luxembourgeois de m'avoir invité à participer à cet événement important qui, cette année, se concentre sur la finance inclusive et les soins de santé, un aspect essentiel de mon action. Chers invités, le droit à la santé est reconnu dans de nombreux instruments internationaux et régionaux relatifs aux droits humains. L'article 12.1 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, qui constitue la disposition la plus complète du droit international en matière de droits humains, reconnaît le droit qu'a toute personne de jouir du meilleur état de santé physique et mentale qu'elle soit capable d'atteindre. Comme l'a précisé le Comité des droits économiques, sociaux et culturels, le droit à la santé ne doit pas être compris comme le droit d'être en bonne santé. Le droit consacre des libertés comme le droit de contrôler sa santé et son corps, et des droits comme le droit à un système de protection de la santé et à une série d'infrastructures, de biens, de services et de conditions nécessaires à la réalisation du meilleur état de santé possible. Il est important de noter qu'il s'étend aux déterminants fondamentaux de la santé, tels que l'accès à l'eau, à l'assainissement, à l'alimentation, à la nutrition et au logement, aux conditions de travail et d'environnement nécessaires à la santé et à l'éducation en matière de santé. Je ne saurais trop insister sur le fait qu'en ce qui concerne le droit à la santé, l'égalité d'accès aux soins et aux services de santé est essentielle. Chacun a droit à la santé et a le droit d'être traité avec respect, dignité et égalité, indépendamment de leur genre, de leur sexualité, de leur race, nationalité, consommation de drogue, situation juridique ou état de santé, tel que la santé mentale ou tout autre motif. Cependant, comme je l'ai souligné dans ma première déclaration à l'Assemblée générale en 2020, le point de départ de millions de personnes dans le monde n'est pas le même. Les causes profondes de cette inégalité résident dans le patriarcat, l'esclavage, le colonialisme, l'apartheid et le néocolonialisme. Autant de systèmes qui se manifestent simultanément. Ils sont ancrés dans des pratiques discriminatoires et ont un impact négatif et disproportionné sur les femmes, les personnes LGBTQ, les personnes de genre différents, les Noirs et les personnes d'origine africaine, et les autres groupes raciaux et ethniques persécutés, les peuples autochtones, les groupes religieux, les personnes handicapées, les communautés de migrants et les communautés autochtones. Cette inégalité se répercute sur le niveau d'exercice du droit à la santé et en particulier sur l'accès aux infrastructures, aux biens et aux services en matière de soins de santé, ainsi que sur les éléments déterminants de la santé qui influent à leur tour sur l'état de santé de la personne. Par conséquent, les résultats défavorables en matière de santé ne sont pas seulement dus à des prédispositions individuelles ou à la génétique, mais aussi à des systèmes oppressifs qui ont établi des hiérarchies raciales, socio-économiques, de genre et autres, qui permettent une discrimination sociale durable au-delà des structures coloniales formelles et qui continuent à perpétuer les inégalités en matière de santé. Dans le même temps, les personnes marginalisées ou vulnérables ou vivant dans une situation financièrement précaire, généralement en dehors des mécanismes de protection sociale ou parfois criminalisés, que ce soit dans les pays à revenus élevés, intermédiaires ou faibles, font face à des obstacles supplémentaires pour accéder aux infrastructures, aux biens, aux services de soins de santé et aux éléments déterminants de la santé. Le COVID-19 n'a fait qu'exacerber les inégalités existantes. Mesdames et messieurs les délégués, plus que jamais, il est impératif de prendre conscience de ces inégalités pour concevoir des solutions permettant d'améliorer l'accès de tous aux soins de santé et aux déterminants de la santé mentale et autres. Car il faut s'attaquer à la fois aux causes et aux symptômes pour parvenir à appréhender la santé sous toutes ses facettes. Faisant écho au rapport 2012 du mandat, j'aimerais rappeler que
La pleine réalisation du droit à la santé est subordonnée à la disponibilité d'un financement suffisant, équitable et durable de la santé, tant au niveau national qu'international. À cet égard, j'aimerais souligner que dans le cadre du droit à la santé, les États ont l'obligation d'utiliser le maximum des ressources disponibles pour assurer la pleine réalisation du droit à la santé et pour prendre les mesures nécessaires pour lever des recettes adéquates, mobiliser des ressources pour la santé et veiller à ce que le financement de la santé bénéficie d'une priorité correspondante dans les budgets nationaux et infranationaux. Et je pense que la COVID-19 est une leçon, nous prouve si nous avons réussi à mettre en œuvre ces plans ou pas. Cette analyse du droit à la santé ne peut pas faire la face sur le rôle essentiel que joue l'aide internationale pour garantir la disponibilité de fonds et de ressources adéquats pour la santé dans le monde, en particulier dans les pays dits en développement, et exige des États qu'ils coopèrent au niveau international afin de garantir la disponibilité d'un financement international durable pour la santé. Ce faisant, les États bailleurs de fonds, les donateurs multilatéraux et le monde de la philanthropie doivent être guidés par une approche fondée sur le droit à la santé et accorder des fonds en fonction des besoins identifiés par les États bénéficiaires sur la base des droits humains et sans discrimination. J'appelle également les États à s'efforcer d'être moins dépendants de l'aide des donateurs afin de respecter leurs obligations. Beaucoup de ces obligations, en particulier sur les droits à la santé sexuelle et génétique, dépendent toujours beaucoup des agences donateurs et de la philanthropie. Et je note avec inquiétude que le financement de 30% des dépenses de santé dans les pays à faible revenu et de plus de la moitié des dépenses de santé de 4 pays à faible revenu provient du financement des donateurs, des gouvernements nationaux, des donateurs multilatéraux et du monde de la philanthropie. Sur la voie de l'exercice du droit à la santé pour tous, lorsque nous nous battons pour la couverture de santé universelle, il est important que nos approches prennent en compte la pluralité des expériences humaines. Cela doit rester une priorité des États dans leurs efforts pour respecter, réaliser et protéger le droit à la santé pour tous. L'égalité doit être comprise dans le contexte des injustices historiques qui la rendent nécessaire. Nous essayons d'atteindre la couverture de soins de santé universelle et en raison des besoins imposés par la pandémie de COVID-19, souvenons-nous que les solutions visant à atteindre la couverture sanitaire universelle et l'égalité ne peuvent faire l'impasse sur la position des bénéficiaires dans la matrice du pouvoir social. Je tiens à vous remercier à nouveau de cette occasion de vous rejoindre pour cet événement si important, pour cette cérémonie du prix de la microfinance européenne. Félicitations à tous les participants et merci à nouveau au gouvernement luxembourgeois pour cette invitation. Thank you. Merci beaucoup, Dr Moko-Foking. Merci d'être avec nous. Alors, obtenons quelques nouvelles du lauréat de l'année dernière. Le thème de l'édition 2020 était « Encourager une épargne efficace et inclusive ». Le lauréat était du Népal, Muktina Vikas Bank Limited, qui a obtenu ce prix en reconnaissance de son modèle d'épargne collective solidaire et incitative. Muktinat s'adresse aux ménages à faible revenu et aux femmes vivant dans les zones rurales. C'est une banque qui a mis en place un service dédié à cette population cible. Elle a conçu un modèle d'épargne collective et solidaire pour cette clientèle spécifique avec des collectes à domicile. Les produits distribués comprennent des plans d'épargne retraite, des plans d'assurance et des plans d'épargne spécifiques pour les travailleurs migrants et les familles qu'ils ont laissés au Népal. Je suis maintenant connecté avec Govinda Raut, qui est PDG adjoint de Muktina Vikas Bank. Monsieur Raut, quel a été l'impact du prix que vous avez remporté l'année passée sur votre organisation? Quel a été cet impact? Eh bien, nous nous sommes sentis encouragés dans cette vision et nous voulons continuer à faire ce travail de promotion de ces services bancaires et nous voudrions intégrer à notre réseau des systèmes de paiement tiers pour que
les personnes puissent faire des dépôts et retirer de l'argent, qu'il n'ait pas à se déplacer jusqu'à une agence, qu'il n'ait pas à se déplacer. Il pourrait travailler avec un agent tiers pour faire des dépôts ou faire des retraits. Ce serait beaucoup plus facile. Voilà à quoi nous avons réfléchi. Nous envisageons par ailleurs de passer à l'échelle supérieure, notamment pour ce qui concerne le programme de familiarisation avec les services financiers. Mais nous avons une idée de village numérique. Nous allons travailler avec certains villages pour intégrer le numérique, pour faire entrer le numérique dans ces villages. Ça va devenir quelque chose qui va se matérialiser. Donc, nous avons prévu d'organiser une série d'activités de services et nous ciblons bien sûr les personnes en situation de pauvreté. Nous n'avons pas l'intention d'arrêter. Thank you, Mr. Raut. Merci, M. Raut. Je suis ravie d'entendre ce retour d'expérience positive. Avant de rencontrer les finalistes de cette année, écoutons un autre expert, Craig Churchill, qui est le chef du programme de finances sociales et le chef d'équipe du programme Impact Insurance Facility de l'OIT. Il a plus de 20 ans d'expérience dans la microfinance, à la fois dans les pays développés et dans les pays en développement. Dans son poste actuel, il se concentre sur le potentiel des services et politiques financières pour atteindre les objectifs sociaux. Il siège également au conseil d'administration de l'initiative pour l'accès à l'assurance et il a été le président fondateur du réseau de la microassurance, le Micro Insurance Network. Et souhaitez la bienvenue, mesdames et messieurs, à Craig Churchill qui vient directement de Genève. Merci beaucoup pour ces gentils mots d'introduction. Nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui. C'est la première fois que je voyage pour le travail en 2 ans. Donc merci de me donner l'occasion de quitter Genève et de me rendre au Luxembourg. Et nous avons un public en plus. La communauté de l'inclusion financière sait depuis longtemps que les services financiers qu'elle fournit sont utilisés à des fins particulières. L'idée originale de la microfinance, savoir fournir des prêts pour soutenir les micro-entreprises, reste un aspect important de l'effort de soutien de la croissance économique et de promotion de la justice sociale sur les marchés financiers. Toute personne ayant travaillé avec de petites entreprises sait pertinemment que ce n'est pas suffisant. Les micro-entreprises ainsi que les entrepreneurs et les travailleurs de ces entreprises ont besoin d'une variété de services financiers et non financiers pour atteindre toute une série d'objectifs. À cette fin, je tiens à féliciter les organisateurs du prix européen de la microfinance, la plateforme européenne de la microfinance, l'Inclusive Finance Network et Luxembourg Aid and Development. Au fil des ans, vous avez mis en évidence un grand nombre de voies et moyens pour l'inclusion financière de contribuer au développement social et économique, notamment à travers le logement, la sécurité alimentaire et la résilience face au changement climatique. Cette année, les organisateurs ont choisi l'un des sujets les plus critiques, l'inclusion financière et les soins de santé. Bien sûr, en raison de la pandémie de Covid, il est particulièrement important. Mais pour être honnête, cette question a toujours été critique, mais les prestataires de services d'inclusion financière ne se sont pas nécessairement concentrés sur cette question. Comme nous l'avons entendu à plusieurs reprises ces derniers jours, pour les ménages à faible revenu, une mauvaise santé peut être financièrement catastrophique, en grignotant les économies, en asséchant les fonds de roulement et en aggravant l'endettement. Les risques financiers liés à la santé constituent en fait le premier facteur d'appauvrissement. L'OMS estime qu'environ 150 millions de personnes dans le monde subissent chaque année une catastrophe financière en raison des dépenses personnelles liées aux services de santé, tandis que 100 millions de personnes passent sous le seuil de pauvreté. Et ces données datent d'avant la COVID-19. On peut donc supposer que la situation a empiré. Si les problèmes de santé ne sont pas traités, l'impact promis par l'accès au financement sera en effet limité.
Pour que les ménages à faible revenu puissent éviter la pauvreté, il faut que les membres de la famille soient en assez bonne santé pendant assez longtemps pour être économiquement actifs et accumuler de la richesse et donc de la résilience financière. Si les soutiens de famille gèrent ou travaillent dans de petites entreprises, celles-ci ont besoin d'une main-d'œuvre en bonne santé pour rester viables et se développer. Alors, comment les prestataires de services financiers peuvent-ils faciliter l'accès aux soins de santé? C'est vraiment l'aspect passionnant de ce prix. En lançant un processus de nomination ouvert, sans stipuler comment les objectifs en matière de soins de santé doivent être atteints, ça permet aux prestataires de services financiers de faire jouer leur créativité et de présenter le vaste éventail d'interventions qu'ils ont mises en œuvre pour permettre aux ménages à faible revenu d'accéder aux soins de santé. D'après l'examen des projets soumis à l'examen, les candidats se sont montrés à la hauteur de la situation en proposant une grande variété d'interventions et d'approches. L'on pourrait s'attendre à ce que l'assurance maladie soit la principale approche utilisée par les prestataires de services financiers. Et c'est assurément un mécanisme courant, mais il ne convient pas à tout le monde. En effet, l'un des aspects passionnants des stratégies en matière de soins de santé est que tous les aspects de l'activité principale des prestataires de services financiers, épargne, crédit et assurance, peuvent contribuer, d'une manière ou d'une autre, à faciliter l'accès aux soins de santé. Bien que l'assurance reçoive la majeure partie de l'attention sur ce sujet, je tiens à mettre l'accent sur l'épargne. Les dépenses de santé importantes sont peu fréquentes et il est préférable de les couvrir par une assurance. Mais la majeure partie des dépenses de santé sont plus petites et plus fréquentes. Pour ces frais, un compte d'épargne santé peut être une solution idéale. Ces comptes sont semi-liquides et peuvent être accessibles lorsque les gens doivent faire une dépense de santé. Et donc, du point de vue des clients, l'épargne est l'option la plus flexible et la plus abordable. Mais ce n'est pas tout. Attendez. Les fournisseurs de services financiers ont d'autres moyens d'influencer la santé de leurs clients, autres que l'épargne, le crédit et l'assurance, comme l'a dit le Dr Mofokeng. L'objectif de développement durable sur la santé et le bien-être, l'ODD 3, se concentre assez explicitement sur la réalisation de la couverture sanitaire universelle. De nombreux gouvernements poursuivent cet objectif avec sérieux, mais se heurtent souvent à des difficultés pour inscrire les segments de la population qui travaillent dans l'économie informelle, qui est justement le marché cible de la plupart des institutions de microfinance. Par conséquent, l'un des moyens les plus efficaces par lesquels l'inclusion financière peut contribuer aux résultats en matière de santé est l'aide apportée par les IMF à leurs clients pour qu'ils s'inscrivent aux régimes nationaux lorsqu'ils existent, ce qui peut impliquer une sorte d'accord de financement des primes. Pour déterminer l'intervention qui aura le plus d'impact, il faut tout d'abord essayer de comprendre quels sont les risques sanitaires les plus courants et les plus inquiétants pour les clients, puis identifier les moyens de s'attaquer à ces risques. Pour certaines organisations, il peut s'agir de quelque chose de basique, comme fournir des informations sur la prévention des maladies, distribuer des moustiquaires, organiser des camps de soins de santé pour que les clients puissent faire leur contrôle annuel et recevoir leur vaccin. Cela peut aller jusqu'à proposer des soins de santé en soi, comme l'ont fait certains prestataires de services financiers, soit de leur propre chef, soit par l'intermédiaire d'une organisation sœur. L'approche peut également consister à cibler un problème de santé spécifique, tel que la grossesse ou les soins aux nouveau-nés, comme le cancer du col de l'utérus, ciblé par Kaiser en Bolivie. L'approche pourrait combler certaines lacunes dans les services disponibles, par exemple en assurant le transport vers des établissements de soins de santé, ce qui pourrait être particulièrement utile dans les zones rurales, ou en négociant des médicaments à prix réduit, ou encore en proposant un produit d'assurance hospitalisation prévoyant le versement d'un montant donné pour chaque jour d'hospitalisation. Essentiellement, un système de revenus de remplacement pour les personnes qui gèrent leur propre entreprise. L'éventail des possibilités est tout simplement ahurissant. Pour nombre de ces interventions, l'une des clés du succès pour faciliter l'accès aux soins de santé réside dans les partenariats. Les soins de santé ne sont pas un domaine d'expertise pour la plupart des prestataires de services financiers, mais s'ils s'associent avec les bonnes organisations, ils pourraient être en mesure d'avoir un impact significatif sur la vie de leurs clients. Un partenariat avec un régime national d'assurance maladie serait de loin le plus efficace, mais tous les pays ne vont pas dans ce sens.
Nous voyons aussi des collaborations avec des compagnies d'assurance, des prestataires de soins de santé, des fournisseurs de télémédecine, des pharmacies, etc. Ce sont des étapes importantes pour promouvoir une meilleure santé. Avant de conclure, je dois dire quelques mots sur l'analyse de rentabilité. De nombreuses IMF ont une double finalité, à savoir atteindre des objectifs financiers et sociaux. Si l'intervention sanitaire opère une grosse ponction sur les revenus, cela risque de créer un déséquilibre entre ces deux objectifs. Il est possible d'identifier les interventions à faible coût qui sont lourdes de conséquences, et les activités de santé peuvent même être conçues pour dégager des revenus, à travers, par exemple, les commissions sur la vente d'assurance. Mais il est également important de reconnaître que du point de vue des prestataires de services financiers, avoir des clients en bonne santé est une question de bon sens commercial. Les clients en bonne santé et économiquement actifs sont moins susceptibles de ne pas rembourser leurs prêts et peuvent gagner et épargner davantage. J'espère que l'attention portée à ce sujet essentiel par le prix européen de la microfinance incitera davantage de prestataires de services financiers à réfléchir à la manière dont ils peuvent aider les travailleurs pauvres à gérer et à financer plus efficacement leurs risques sanitaires. J'espère qu'ils seront inspirés par les travaux passionnants de ces trois finalistes, ainsi que par les nombreuses autres organisations qui ont porté leur candidature. Ce qui est sur la table est un début important, mais nous devons être encore plus créatifs et proactifs pour satisfaire la demande sur le terrain. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Craig Churchill. Savez-vous combien de projets concourent pour l'obtention du prix que nous allons remettre aujourd'hui? L'édition de cette année du prix a donné lieu à 43 candidats de 32 pays et un comité de sélection a été constitué des spécialistes et c'est ainsi qu'ont été retenus 10 demi-finalistes. On les retrouve ici, d'ailleurs, dans cette publication qu'on trouve sur la plateforme de la microfinance européenne. Vous pouvez même télécharger cet opuscule. Vous trouverez le lien en bas à gauche de votre écran. Donc 10 demi-finalistes, parmi lesquels ont été choisis les 3 finalistes qui nous sont présentés aujourd'hui, qui concourent pour le prix de 100 000 €. Et les 2 suivants, le 2e et le 3e, recevront, vous le savez, 10 000 €. Alors, qui sont ces 3 finalistes? Êtes-vous prêts? Vous êtes prêts, oui? Je vois qu'en tout cas, eux, ils sont prêts, ils sont connectés. Notre premier finaliste, c'est Crecer, IFD de Bolivie, sélectionné en reconnaissance de son programme de dépistage et de traitement du cancer du col de l'utérus pour les femmes vivant en zone rurale. Le 2e finaliste, c'est Dreamlopments Limited de Thaïlande, sélectionné en reconnaissance de son fonds de micro-assurance santé M-Fund pour les familles migrantes et les communautés frontalières. Et puis le 3e finaliste, c'est Phong Konze de Haïti, qui a été sélectionné en reconnaissance de son initiative Boutique Santé, qui consiste à former les clients au dépistage et à l'éducation à la santé. Nous allons maintenant nous rendre en Bolivie virtuellement pour entendre la première finaliste, Crecer, représentée par Madame Isabel Rueda Fernandez, qui est directrice du développement. Madame Fernandez, est-ce que vous pouvez nous dire quelle a été votre réaction lorsque vous avez été retenue comme l'un des finalistes pour le prix de la microfinance cette année? Est-ce que vous nous entendez? Bonjour à tous, salutations depuis la Bolivie. Merci, bien sûr, avant toute chose, aux organisateurs de cet événement. Quand j'ai reçu cette nouvelle, quand j'ai été informé, eh bien, j'ai ressenti beaucoup d'émotions. Je me suis rendu compte que ce que nous faisons ici, au sein du projet Crecer, que tout ce qui est fait avec amour, avec engagement, avec responsabilité, peut porter ses fruits. J'ai pensé à toutes ces femmes dont on a pu sauver la vie, ces femmes qui sont toujours en vie aujourd'hui. J'ai pensé à elles, grâce à elles, le programme prenait tout son sens, tout son sens. Je me suis dit que
le travail, l'action de Crescer peut avoir un impact parce que ce travail touche les femmes, et en particulier les femmes les plus vulnérables et les plus pauvres, les femmes de mon pays, parmi les plus pauvres et les plus vulnérables. La santé, c'est essentiel. On doit tout faire pour améliorer la qualité de la santé, en particulier dès lors qu'il s'agit des personnes vulnérables. Donc, je me suis senti fier de pouvoir travailler au sein du projet Crescer, fier de faire partie de ce programme qui permet de sauver des vies. Et puis, ça m'a fait réfléchir aussi, réfléchir à l'importance de l'engagement, de la mobilisation de tous les acteurs, et en particulier de la direction, des hauts responsables de l'organisation. Sans l'appui de la direction, sans cette stratégie qui a été mise en place par la direction, ça n'aurait pas été possible. Enfin, je dois vous dire aussi que je pense à chacun de mes collègues, à tous ceux qui travaillent au quotidien pour que notre action porte ses fruits. Ceux qui sont sur le terrain, ceux qui convainquent les femmes, qui les forment et les éduquent, leur rappellent l'importance de la prévention de cette maladie, donc du cancer du col de l'utérus. Merci beaucoup. Merci, fantastique. Alors, c'est vrai que vous avez été sélectionné parce qu'effectivement, vous avez un impact. Crescer est une institution financière non bancaire bolivienne qui fonctionne selon la méthode des banques villageoises et qui propose des services d'épargne et de crédit aux femmes vivant au sein de communautés pauvres et éloignées, combinés à des services d'éducation et de développement local. Nous allons maintenant voir une petite vidéo à ce sujet. Bolivia es un país con mucha diversidad. La Bolivie est un pays qui est très divers sur le plan géographique et sur le plan culturel. Donc quand nous nous rendons sur le terrain, quand nous rendons visite aux clients, aux membres, parfois nous devons parcourir de longues distances. Nous avons à peu près 240 000 clients au sein du projet Crescer. 80% de ces clients sont des femmes. Ces femmes, elles vivent dans des zones rurales, dans des zones périurbaines très éloignées. Je m'appelle Domitila Condori et Crescer m'aide beaucoup, m'aide énormément. Les conseillers nous ont appris beaucoup de choses. Comment investir, comment épargner, comment mettre de l'argent de côté pour nos enfants, qu'est-ce que l'on peut faire avec l'argent que l'on a. Tout cela, ils nous l'ont appris. Depuis le début, Crescer a toujours compté deux volets. D'abord, un volet financier et un volet éducatif. Dans le domaine financier, nous travaillons avec des personnes qui ont peu de moyens financiers. Donc, il faut effectivement parfois leur donner un peu d'argent pour que ces personnes puissent monter une entreprise. Mais d'autre part, il ne s'agit pas uniquement d'argent. Nous devons éduquer, former les gens, former les femmes. Nous devons nous, les femmes, nous former encore plus en raison des conditions spécifiques des femmes dans le pays. Je m'appelle Concepción Villarreal Monroy. Je suis membre de Crescer. Alors, j'ai souscrit un crédit, un prêt pour mon magasin et pour ma retraite, pour ma pension. C'est une banque qui fait confiance à ses membres. Nous ne pouvons pas facilement obtenir un crédit auprès d'une grande banque parce qu'il y a beaucoup de conditions, beaucoup d'exigences. En revanche, au sein de Crescer, nous formons un groupe et nous sommes cautions, nous sommes garants les uns des autres. Nous aidons au développement du pays parce que lorsqu'une femme est formée, elle voit son autonomie s'accroître et c'est toute une génération qui est touchée et j'espère que ça va se continuer, ça va se poursuivre pendant des décennies, que ça va permettre au pays d'aller de l'avant. La Bolivie est l'un des pays au monde ayant un taux de cancer de l'utérus le plus élevé, c'est le cancer. Et la principale cause de décès parmi les femmes, surtout parmi les jeunes femmes, et ces décès pourraient être évités grâce au dépistage et au traitement. L'accès à ces services est très limité, malheureusement, notamment dans les zones les plus reculées. Penchons-nous sur un témoignage de femmes touchées. Je m'appelle Estela Mamani Castillo. Je suis membre de Crescer, de la banque du village. J'ai 5 enfants, un mari. Je suis artisane et les crédits nous aident à construire, à renforcer notre entreprise. Crescer est une institution spécialisée dans la microfinance et elle relie les services de microcrédit avec des services de formation et de santé. À partir de 2003, nous avons été convaincus qu'il était nécessaire d'intervenir sur le cancer de l'utérus parce qu'il s'agissait de la cause principale de mortalité féminine. 4 à 5 femmes par jour mouraient du cancer de l'utérus en Bolivie.
Il nous a dit que nous devions nous faire dépister. Et je n'avais jamais fait cela. Et quand le médecin est arrivé, il m'a appris la mauvaise nouvelle que j'avais le cancer du col de l'utérus. Ça a été vraiment très douloureux. Je m'en souviens toujours. C'était si douloureux que... C'est comme si ma vie tombait en morceaux. 80% de ces maladies sont détectées parmi des populations désavantagées. Nous sommes 12 médecins qui travaillent pour l'institution Kresser. Et chaque mois, nous nous rendons dans des zones rurales. Le cancer du col de l'utérus est l'un des rares cancers qui puisse être détecté à des états très précoces et peut-être soigné si le traitement a lieu très tôt. Avec mon expérience, mes amies ont vu ce que j'ai vécu. Elles ont vu mes pleurs et elles suivent donc les instructions du médecin. Elles vont faire un frottis chez le médecin. Et grâce à Dieu, maintenant, je vais mieux. Madame Fernandez, avez-vous vécu de difficultés pour contacter ces femmes, pour les convaincre d'accepter les soins préventifs? Bien, dans notre pays, il y a de grandes difficultés pour l'accès à un dépistage préventif. Je vais en mentionner quelques-unes. Un accès piètre aux soins de santé, en particulier dans les zones rurales. Si l'on veut se rendre dans un service privé, par exemple. De nombreuses femmes préfèrent ne pas se rendre au centre de soins de santé parce que elles ne reçoivent pas bon traitement en raison de leurs préjugés, de la peur, de la honte. Et ces tests sont invasifs pour l'intimité des femmes. Donc, certaines préfèrent ne pas se rendre chez le médecin. Certaines veulent que les médecins soient des femmes. Mais il y a peu de médecins femmes qui peuvent se rendre dans les zones rurales les plus éloignées du pays. Donc, le machisme, la discrimination contre les femmes, le manque d'estime de soi des femmes, le niveau d'éducation, les croyances culturelles, les coutumes, les mythes sont toute une série d'obstacles aux actions préventives. Kresser travaille déjà depuis de nombreuses années, plus d'une décennie, à la sensibilisation des femmes, à la formation des femmes. Pas uniquement des femmes, mais également de leurs partenaires, parce qu'il s'agit d'un travail holistique. Elles sont formées et ensuite, on leur donne la possibilité d'avoir accès aux services médicaux que vous avez vus dans la vidéo. Nous amenons les médecins dans les zones les plus éloignées du pays. La formation, l'éducation est vraiment essentielle pour que les femmes acceptent ces actions préventives à l'avenir. Thank you. Merci. Merci d'être des nôtres. Merci pour toutes les explications données. Nous allons vous retrouver dans un instant. Là, maintenant, nous allons parler de notre deuxième finaliste, Dream Lopman. C'est une entreprise sociale à but non lucratif et une fondation qui gère 2 projets de développement pour les travailleurs migrants et les communautés frontalières en Thaïlande et au Myanmar. Regardons ce que Dream Lopman fait en images. Je viens du Myanmar. Lorsque j'avais 34 ans, j'ai été m'installer à Mae Sot en Thaïlande pour trouver un emploi, mais je n'ai pas trouvé d'emploi. Et donc moi, je travaille comme, je ramasse les ordures. Parfois, je gagne 8 à 10 euros par jour, mais il y a d'autres jours où je ne gagne rien du tout. Et là, en général, en moyenne, je gagne 4 euros par jour. J'ai le diabète et je dois donc prendre des médicaments pour ma santé. Autrefois, quand je devais aller chez le docteur, souvent, je n'y allais pas parce que je n'avais pas les moyens. Et puis, j'ai entendu parler du M-Fund. Je me suis renseigné et je me suis inscrite. En Thaïlande, le service universel de soins de santé est un bon service pour les citoyens et pour les migrants enregistrés. Malheureusement, les familles migrantes suivent souvent les maris, les frères, les sœurs. Et pour ces personnes, il n'y a pas
de couverture santé. Donc le M-Fund leur permet de financer les soins de santé pour une petite redevance, 100 bahts, l'équivalent de 2,6 €. C'est quelque chose, une redevance qui est payée chaque mois. Voilà. Et grâce à ça, eh bien, M-Fund offre à ces personnes des services de soins primaires et tertiaires de qualité. Nous avons maintenant plus de 147 centres de santé en Thaïlande et aussi au Myanmar. Avant de m'inscrire au système M-Fund, je ne pouvais pas aller chez le médecin régulièrement ou obtenir des médicaments. Depuis que je suis inscrite, ça s'est amélioré, ça va beaucoup mieux. C'est plus facile d'aller à l'hôpital. Maintenant, je peux prendre mes médicaments régulièrement. Merci. On en saura un petit peu plus à propos de M-Fund. Mais Monsieur Nicolas Durier, pouvez-vous me dire quelle était votre réaction lorsque vous avez appris que Dreamlopments avait été sélectionné comme finaliste du prix européen de la microfinance de cette année? Merci beaucoup. Bonjour à tous. Quand nous avons appris que nous avions été retenus, que nous étions l'un des finalistes, vraiment, nous avons été enthousiasmés et honorés aussi, honorés. Aller jusqu'à la finale de ce prix prestigieux, c'est un honneur. Et puis, c'est une occasion très importante. Alors, peu importe qui sera le lauréat, être finaliste, c'est déjà en soi un grand encouragement pour notre mission. Donc nous allons poursuivre sur notre voie. Ça va nous renforcer, accroître notre visibilité et peut-être permettre la création de nouveaux partenariats. Au nom de toute l'équipe, au nom du projet, je voudrais vraiment remercier les organisateurs de ce prix européen de la microfinance. Merci à cette plateforme. Merci Infini Luxembourg, merci au gouvernement luxembourgeois, merci de nous avoir permis de participer à ce concours et d'être arrivés jusqu'en finale. Avant de poser la deuxième question, nous allons maintenant approfondir le thème de la micro-assurance santé M-Fund pour les familles de migrants et les communautés frontalières. Je suis arrivé en Thaïlande en 2007 et je suis devenu travailleur communautaire en août 2017. Ce travail me plaît parce que je veux aider la communauté des migrants. Notre projet soutient les migrants, les aide à accéder aux soins médicaux, de même que les citoyens thaïs. Nous promouvons ce projet pour les communautés de migrants qui s'y intéressent. Ensuite, nous expliquons ce qu'est le projet M-Fund, les avantages et les défis de l'appartenance à ce fonds. J'ai entendu parler du M-Fund par un travailleur communautaire. Maintenant, je suis enceinte de 8 mois et j'utilise le plan grossesse du M-Fund. Je reçois des soins prénataux à la clinique. Et je pense qu'être membre d'M-Fund est particulièrement important, en particulier pour les personnes migrantes. Nous fournissons des services santé primaire pour les populations vulnérables à la frontière Birmanie-Thaïlande depuis 1989. Et la plupart de nos missions, de nos migrants n'ont pas d'assurance santé. La plupart donc, de ces femmes participent au M-Fund pour obtenir des soins de santé. M-Fund est unique. Aucune autre organisation ne fournit ce type de support. Ma femme, mes enfants, mon père et moi-même sommes membres du M-Fund. Pas uniquement pour utiliser les services, mais également pour contribuer. J'aimerais que ce soit un exemple pour les autres migrants. Nicolas Durier, quels ont été les défis auxquels a fait face Dreamlopments lors de la mise en œuvre de l'M-Fund et comment les avez-vous surmontés? Eh bien, nous avons fait face à de nombreux défis ces 4 dernières années depuis le lancement du projet. Récemment, le plus grand défi a été la crise de la COVID-19, qui a eu un impact grave sur la vie des migrants en Thaïlande. Beaucoup ont perdu leur emploi et n'ont pas de
de système de protection sociale. Nous voulions donc maintenir la protection de nos membres et maintenir la protection du projet. Comment avons-nous réagi? Eh bien, pendant 3 périodes ciblées, pendant les 3 vagues de Covid, nous avons décidé de subventionner la contribution de nos membres pour tout d'abord maintenir leur couverture sanitaire et poursuivre le projet. Nous l'avons fait grâce à un soutien financier de nos bailleurs de fonds. Mais nous avons également utilisé certaines ressources financières, réserves financières que nous avions construites au fil du temps. Nous avons eu également une augmentation des coûts de soins de santé en juin, juillet, août. Mais la situation s'est améliorée depuis et je suis optimiste. Je pense que nous avons réussi à dépasser ce défi. Un autre grand défi depuis le début pour nous a été de maximiser les avantages en termes de soins de santé, la protection de nos membres, tout en construisant la solidité financière du projet. Ce ne sont pas des objectifs qui vont toujours dans la même direction. Nous avons bien avancé, mais cela reste un défi pour nous. Eh bien, bon vent et bonne chance pour relever tous ces défis. Merci pour ce partage d'expérience. Restez en ligne, on va vous retrouver dans quelques instants. Notre 3e finaliste est d'Haïti. Voilà, Foncosé, c'est une famille de 3 organisations dont la mission collective est de fournir des services financiers et non financiers pour permettre aux Haïtiens, principalement aux femmes, de sortir leur famille de la pauvreté. L'une des organisations est le principal fournisseur de microcrédits, tandis que son pendant à but non lucratif complète les activités de microfinance en apportant un soutien complémentaire aux clients et à leur communauté dans certaines des régions les plus isolées d'Haïti et propose par exemple des dépistages et des consignes en matière de santé ou encore d'autres services de développement. Et en direct depuis Haïti, nous accueillons Karine Renner, directrice exécutive. Madame Renner, quelle a été votre réaction lorsque vous avez été nommée comme finaliste pour l'édition 2021 du Prix européen de la microfinance? Oh, malheureusement, non, nous pensions avoir perdu la connexion, mais vous êtes là, parfait. Vous êtes là. Est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous entends. Nous vous entendons. Donc vous pouvez répondre à la question si vous le voulez bien. Oui, je vous entends, mais mon signal est un peu faiblard. Oui, c'est vrai, mais ça marche, ça fonctionne. Donc vous pouvez répondre si vous voulez bien. Répondez à la question si vous le voulez bien. Voilà. Vous pouvez répondre à la question. Quelle a été votre réaction lorsque vous avez appris que vous aviez été nommé comme finaliste du prix? Quelle a été votre réaction? Bonjour à tous. Nous avons été très fiers quand nous avons appris que nous avions été retenus comme finalistes pour le prix européen de la microfinance. Très fiers, très fiers. Comme vous le savez, les difficultés, l'insécurité, les difficultés d'accès au combustible, au carburant, toutes ces difficultés rendent la vie quotidienne très, très, très difficile à Haïti. Donc, voir notre action reconnue par l'équipe du prix européen de la microfinance, ça nous a beaucoup encouragés. Honnêtement, je pense que quand nous avons d'ailleurs diffusé la nouvelle, quand nous en avons informé nos entrepreneurs de santé communautaire, ils ont été très fiers eux aussi. Ce sont ces entrepreneurs de santé communautaire qui nous permettent de donner des soins de santé, d'accorder des soins de santé à des dizaines de milliers d'enfants, 11 000 enfants mal nourris par exemple. On a permis à toute une série de produits d'être distribués, sels de réhydratation, paracétamol, etc. Et donc je crois que ces entrepreneurs, ils sont essentiels. Il y a 10 000 personnes qui ont été d'ailleurs dépistées pour l'hypertension. Tous ces entrepreneurs sont au cœur de la boutique santé. En leur nom, en mon nom, au nom de mes collègues, je vous remercie pour votre intérêt et pour votre soutien. Ça nous encourage, ça nous donne la force de continuer à travailler avec notre public cible pour que nos cibles et leurs familles soient en bonne santé. Oui,
Le courage, on en a bien besoin. Dans les zones rurales d'Haïti, le taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans est de 81 pour 1000 naissances. Le taux de retard de croissance est de 22% pour les enfants et seuls 23% de la population rurale utilise des infrastructures sanitaires de qualité. Voici d'ailleurs une petite vidéo qui va présenter les activités de Foncosé et qui va nous expliquer comment Foncosé œuvre pour améliorer la santé à Haïti. Moi même pour nous capables aider moun qui dans zone reculée yo, qui pas gen moyen yo, nous porter la santé pour yo. Nous porter produits de qualité pour yo. Produits ça yo tout nous gagnons. Nous leur apportons des produits de qualité. Avec nos produits de santé, nous ne devons pas courir à l'hôpital parce que là où nous vivons, c'est impossible. Si on n'avait pas du paracétamol ou de l'ibuprofène, si on n'avait pas tous ces médicaments, on ne pourrait pas aider les gens. Or là, on peut les soulager grâce à ces médicaments. Boutique santé. Pour rendre disponibles les produits essentiels de santé dans les zones reculées du pays. Nous travaillons d'abord avec les chefs de centres de crédit du réseau Foncosé. Nous les habilitons, nous les formons sur des thèmes de santé prioritaires du ministère de la Santé publique. Nous exécutons un projet de nutrition. Nous avons dépisté plus de 800 000 enfants moins de 5 ans. Ensuite, nous mettons disponibles les produits de santé essentiels dans les branches. Comme ça, ces chefs de centre-là peuvent venir s'approvisionner régulièrement et aller revendre ces produits dans leurs localités respectives. Satisfaction, c'est parce que l'ENTAP travaille ensemble avec. Je suis très heureuse parce que nous travaillons avec les enfants mal nourris. Nous faisons du dépistage et puis nous pouvons également envoyer les enfants au centre de santé pour qu'ils guérissent s'ils sont malades. Madame Ronan, dans ce contexte difficile à Haïti, quelles leçons avez-vous tirées de la mise en œuvre du programme Boutique Santé? La première leçon que nous avons appris était la persévérance. Nous avions commencé à essayer d'intégrer le programme santé pour nos clients microfinance dès 2006. Nous avons dû essayer une série de modèles différents avant de finir par tomber sur le modèle Living Good Community Health Model. Nous avons commencé à l'essayer en 2012. Et ce n'est qu'en 2014 que nous étions vraiment prêts à l'amplifier. La première leçon, c'est que vous ne réussirez pas du premier coup, il faut persévérer. La deuxième leçon est un peu dans la même veine. Vous devez avoir des objectifs solides, savoir où vous voulez aller. Ce que nous voulions faire, c'était faciliter l'accès aux soins de santé essentiels pour nos clients, pour que leurs entreprises puissent fonctionner. Mais nous devions être très flexibles avec nos stratégies dans un environnement tel que celui d'Haïti. Il faut être capable d'adapter sa stratégie à son objectif. L'objectif au départ était de travailler avec les entrepreneurs communautaires en santé en termes de logistique et d'achat. Mais finalement, nous n'avons pas trouvé de partenaire qui connaissait aussi bien les zones rurales d'Haïti que nous-mêmes. Alors, c'est nous qui devons mener l'achat et la logistique. La dernière leçon tirée, nous l'avons tirée de nos propres clients. Lorsque le contexte est aussi incertain qu'à Haïti, il faut se diversifier pour survivre. Nous diversifions les domaines dans lesquels nous travaillons. De cette manière, lorsqu'une branche est inaccessible parce qu'une route est bloquée, par exemple, nous pouvons travailler avec une autre filiale. Nous diversifions les produits et les sources de produits fournis à nos entrepreneurs. Parce que lorsqu'un fournisseur n'a plus de stock, nous pouvons trouver le produit ailleurs. Nous diversifions également le type de produits distribués par les entrepreneurs communautaires de la santé pour qu'ils puissent vendre des services
qui mesurent l'hypertension et la température pour leurs voisins lorsque il n'y a plus de stock. Globalement, la leçon est la suivante. On n'arrive jamais à destination. Il s'agit d'un processus constant d'adaptation, d'apprentissage et de réadaptation. Merci, Madame Rounen, pour cette interview, pour votre persévérance. Je vous propose de regarder une autre vidéo pour voir un exemple du programme Boutique Santé. Mon nom est Michel Intervine et la situation n'est pas très bonne. La plus grande difficulté dans l'administration des soins de santé du programme FONCO, c'est la malnutrition infantile. Quand on va sur le terrain et qu'on trouve un enfant malade, on doit prendre ses responsabilités. Même si l'enfant doit aller à l'hôpital 2 ou 3 fois par mois, on doit respecter cet engagement. On doit aussi respecter notre engagement envers les parents, car il faut transmettre les informations et les relayer ensuite à l'hôpital. Enfin, il faut régulièrement aller vérifier si l'enfant prend toujours ses médicaments, s'il a changé par rapport à la fois précédente. Tout cela n'est pas facile du tout. Je n'ai aucune activité pour vivre. Je n'ai rien. Je n'ai pas de petit travail, je n'ai rien. Ici, c'est difficile. On a du mal à trouver des soins de santé parce qu'il n'y a pas d'hôpitaux à proximité. Nous vivons dans une zone isolée. Mademoiselle Michelin nous apporte beaucoup d'espoir. Les CHE m'apportent beaucoup d'expérience. Elle me montre comment m'occuper de mes enfants, comment leur donner le bain, comment les emmener à l'hôpital. Michelin m'apporte aussi de l'eau potable, du savon pour la toilette, de la nourriture pour mon bébé. Je la remercie du fond du cœur pour avoir sauvé mon bébé. C'est une satisfaction pour moi de voir le fils d'Edeline, parce qu'il n'était pas du tout comme ça. Il a fort changé. Avant, il avait du mal à marcher. Je le suis depuis qu'il est bébé. Je suis fière parce que je vois qu'il vit bien aujourd'hui, et sa maman aussi. C'est grâce à notre programme de soins et à l'engagement que j'ai pris qu'il peut être à la maison aujourd'hui. Yeah, bringing hope and more. Oui. C'est porteur d'espoir. Apporter l'espoir, c'est important. C'est bien pour ça qu'on est là aujourd'hui. Merci à tous les finalistes pour ces échanges, pour ces explications. On va vous retrouver dans quelques instants lorsque le lauréat sera annoncé. Mais d'abord, quelques mots à propos du processus de sélection. Le grand jury sélectionne le lauréat parmi les 3 finalistes. Alors, le grand jury est composé d'experts en inclusion financière, d'experts en matière de santé, de praticiens et de personnalités politiques et publiques de haut niveau. Sans oublier le lauréat de l'année passée. Les membres du grand jury de cette année sont Son Altesse Royale, la Grande-Duchesse de Luxembourg, qui est la présidente du grand jury, Monsieur le ministre Franz Fayot, ministre de la Coopération au développement et de l'action humanitaire au Luxembourg, le Dr Werner Hoyer, président de la Banque européenne d'investissement, Monsieur Craig Churchill, qui est chef du programme de finances sociales à l'Organisation internationale du travail, l'OIT, Madame Bobby Gray, directrice de recherche à la Fondation Grameen, Madame Laura Hemrika, présidente de la plateforme européenne de la microfinance, le lauréat de l'année passée, Monsieur Pradi Yuman Pokarel, directeur général de la Muktinat Bicas Bank Limited. Ce grand jury était présidé, comme vous le savez, par Son Altesse Royale, la Grande-Duchesse de Luxembourg. Et nous sommes très heureux, honorés qu'elle soit présente aujourd'hui. Elle va annoncer donc le lauréat de cette année. Mais avant cela, elle a un message important à partager avec nous. Mesdames et messieurs, merci d'accueillir Son Altesse Royale, la Grande-Duchesse de Luxembourg. Je vais faire ma première partie en français, quelques pensées à partager avec vous. D'abord, cher Monsieur le Ministre, chers membres du grand jury et chers amis présents aujourd'hui, à quel point je suis heureuse d'être là, d'être parmi vous et d'être parmi vous depuis tant d'années, d'être présente ici avec vous depuis tant d'années, de vous accompagner dans ce très beau prix dont je suis très fière du Luxembourg, de
gouvernement, de tous ceux qui participent de l'aide au développement, de la Banque européenne. Et je suis à nouveau à vos côtés pour avancer sur tous ces problèmes. Ce qui me frappe et ressort pour moi, c'est ce qu'on dit en anglais, the lessons learned. Lessons learned des clients. Vous savez, j'ai toujours trouvé qu'il était très important, et c'est ce qui me plaît tant dans la microfinance, de s'informer auprès de ceux qui sont concernés par la problématique, d'être sur les terrains, d'être auprès de ceux qui ont le problème et de les écouter. Et ce que nous venons de voir de ces 3 projets qui sont les finalistes aujourd'hui, c'est exactement ça. Et c'est la force et la flexibilité de l'outil microfinance. C'est qu'on va sur le terrain, on voit quel est le problème des plus pauvres, on leur demande, on prend leur avis parce qu'ils savent mieux que personne ce dont ils ont besoin et ce qui leur manque. Et à partir de là, il y a la flexibilité de l'outil pour créer, pour avancer avec eux selon leurs besoins. On vient de l'entendre, on a eu des exemples très clairs. Le maître mot là-dedans, ce qui résume tout pour moi, la beauté aussi de l'outil microfinance, c'est le respect de l'autre et la dignité de l'autre. Comment l'aider à sortir de cette situation dans laquelle personne n'est par choix. Personne n'est pauvre par choix, personne n'est inéduqué par choix, personne n'est dans la misère par choix. Donc nous avons une responsabilité d'accompagnement et je suis très fière que notre pays et que notre prix le fasse. Je pense que toutes ces personnes en situation de besoin ont une grande intelligence et un grand savoir de comment s'en sortir. Et je suis très fière de nouveau que nous fassions ce pas pour les accompagner, et par les moyens financiers, et aussi par les best practices. Parce qu'en fait, cette année, nous avons reçu énormément de propositions et de candidats. Je vous avoue que c'était très difficile de faire un choix, parce que la diversité était très grande, mais aussi la qualité des projets était très grande aussi. Et donc, tout ça pour vous dire que ce que nous faisons ici avec ce prix et avec la microfinance en particulier est clé, est essentiel, parce qu'on oublie trop souvent que nous nous adressons à la majorité des êtres humains sur cette planète. Nous avons tendance à oublier que nous, les privilégiés que nous sommes la toute petite minorité, et que tous ces services auxquels tous ces êtres humains ont droit, que ce soit, comme vous en avez parlé, que ce soit dans le housing, food, health, éducation, quels que soient ses besoins, tout le monde a droit à avoir accès à cela, et la majorité des êtres humains sur cette planète n'y ont pas droit. Alors bravo pour ce que nous faisons. Je nous encourage à aller toujours plus loin et mieux. Et voilà. Et je termine là-dessus en vous disant que je suis encore une fois très fière, et que partout où je vais, je parle de notre prix et de la manière dont notre pays s'implique dans le domaine de la microfinance et de l'aide aux plus vulnérables. Thank you, Your Royal Highness. Merci, Votre Altesse Royale, pour ces paroles très vraies. Vous avez rappelé l'importance des efforts que nous déployons pour continuer à aller de l'avant. Alors, le moment que nous attendions tous est arrivé. Ce trophée va être remis au lauréat du prix européen de la microfinance édition 2021, un lauréat qui recevra également une enveloppe de 100 000 €. Et le plaisir d'annoncer le nom du lauréat, c'est Notre Altesse Royale, la Grande-Duchesse de Luxembourg, qui va l'avoir. So, dear friends, Bien, chers amis, n'attendons pas plus longtemps. Il est venu le moment d'annoncer le gagnant de la 12e édition du prix européen de la microfinance.
Pour sa mission collective consistant à fournir un accès aux soins médicaux ainsi que des services financiers et non financiers afin de donner aux Haïtiens, principalement aux femmes, les moyens de sortir de leur famille de la pauvreté, je suis ravie de féliciter Fonkose, le lauréat du prix européen de la microfinance de cette année. Félicitations. J'espère sincèrement que le prix de 100 000 € vous permettra de renforcer vos actions sur le terrain et de développer votre formidable programme de boutique de santé communautaire dans cet environnement si difficile. Félicitations à vous et félicitations encore à tous les finalistes de cette édition 2021. Merci infiniment. Merci, Votre Altesse Royale. Merci d'avoir annoncé le lauréat. J'espère que Karine Renan est toujours en ligne. Est-ce que vous vous attendiez à cela? À gagner ce prix? Très honnêtement, évidemment, on espère toujours. Mais les programmes de Dreamlopment et de Cressar étaient si intéressants, si innovants, ont un si grand impact que si j'avais fait partie du jury, j'aurais vraiment eu beaucoup de mal à prendre une décision. Donc à chacun de vous, je tiens à dire un grand merci. Pour le plaisir d'être avec vous, pour l'honneur d'être finaliste avec mes deux collègues et pour le soutien. Je suis certaine que cela nous aidera à améliorer Boutique Santé et à aider encore plus de personnes à Haïti. Merci infiniment, je suis honorée, je suis fière. Félicitations à vous. Profitez-en bien. Je le ferai. Nous arrivons donc à la fin de la 12e édition du prix européen de la microfinance. L'édition 2022, l'année prochaine, se penchera sur l'inclusion financière des femmes. À nouveau, félicitations aux gagnants et aux deux finalistes. Un grand merci à tous ceux qui ont participé à cette édition. Restez en bonne santé, restez heureux et nous nous revoyons l'année prochaine en 2022.